Scène surprenante, l'hébergeur se fait connaître devant la caméra de BFM TV. Il est appréhendé à ce moment-là par la police. Ouais, j'ai appris que c'était chez moi. Ouais. C'est-à-dire? J'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Et expliquez-moi, vous habitez où? J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Et comment vous expliquez que ces personnes-là se retrouvent chez vous? On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours et j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Vous disiez que vous saviez qu'ils venaient de Belgique? Non, je savais pas, on m'a dit ça là, à l'instant ce matin. Je l'ai appris comme vous. Et vous les connaissiez ces personnes? Non, je les connais pas du tout, ni d'avant, ni de... Oh là là, Cet homme a été condamné à 8 ans de prison pour meurtre en 2008. Alal wassalal, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis, c'est Ayo Atlas pour vous commenter l'actualité comme d'habitude. Et je reviens vers vous donc pour vous parler d'une affaire qui date de quelques temps, quand même de quelques années. Donc c'est l'affaire de Jawad Ben Daoud. Effectivement, vous avez beaucoup d'a priori, et moi aussi j'en ai eu beaucoup à l'époque. Et effectivement, c'est aussi pour ça que je n'ai pas parlé de ce sujet à ce moment-là, que ce soit d'ailleurs dans les réseaux sociaux, que ce soit en général, parce que si vous voulez, quand on nous l'a présenté, Jawad Ben Daoud, on nous l'a présenté comme vraiment un personnage caricatural. Caricatural d'un type de personne. On parle bien sûr du maghrébin, donc du maghrébin résident en France ou né en France, mais en tout cas, voilà, qui est supposé refuser la francisation, donc l'assimilation et l'intégration. On nous l'a présenté comme un maghrébin quelquefois anti-système, quelquefois islamiste, quelquefois, enfin, bref, on nous l'a présenté de plusieurs façons, si vous voulez, mais en tout cas, grosso modo, on nous a vraiment caricaturé un personnage qu'on a essayé de cristalliser dans cette affaire de terrorisme et de crimes qui auraient dû être tournés vers l'islam, tout simplement en disant que voilà, la réalité c'est que c'est ce qui s'est passé, ce qui malheureusement a mené à la mort d'individus qui n'avaient rien à voir avec les guerres ou que sais-je, c'est bien l'islam et évidemment la politique de la République française. Mais en tout cas, au lieu de cibler les vrais problèmes, en tout cas, on nous a présenté un coupable facile, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas la faculté, en tout cas la capacité de se défendre à ce moment-là, quelqu'un qui, si vous voulez, faisait le coupable idéal, le coupable de service, j'ai envie de dire, parce que finalement, c'est quoi cette affaire de Jawad Ben Daoud? C'est en fait quelqu'un, un maghrébin qui est déjà dans un abandon de soi en tant que citoyen, donc il est dans une phase, si vous voulez, de décitoyenneté, c'est-à-dire il ne cherche pas à s'intégrer, et lui-même il le dit, il ne cherche pas à avoir des aides sociales, il ne cherche rien, il vit carrément dans un monde parallèle, dans une économie parallèle. Et en fait, finalement, c'est vraiment, si vous voulez, on a trouvé la personne qui n'avait ni les capacités juridiques pour se défendre, ni l'entourage pour ça, ni rien, si vous voulez, quelqu'un d'isolé, et évidemment qui était lié, si vous voulez, à l'affaire du terrorisme et de ce qui s'est passé, puisqu'il a hébergé des criminels. Mais ce qu'on vous dit pas, et c'est ce qui va venir juste après, c'est que ça a été, enfin, en réalité, quelqu'un qui a aidé les gens, si vous voulez, qui a hébergé les gens, et non pas pour le plaisir, vous voyez, tous les mèmes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux en disant oui, mais il a aidé les gens, enfin, il est une espèce d'hébergeur de service, il se fout de notre gueule, c'est faux. En réalité, non. C'est ce que les médias nous cachent, en tout cas ce que les gens essaient de mettre sous silence dans cette affaire, c'est le fait qu'il a en réalité été quelqu'un qui a beaucoup aidé les autres, et malheureusement un petit peu trop. L'amie de l'hébergeur s'est elle aussi exprimée sur notre antenne quelques minutes avant son arrestation. Elle tente d'innocenter son ami. Elle explique aussi qu'il n'est pas propriétaire de cet appartement. C'est quelqu'un de gentil, c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans la religion ou ça n'a rien à voir avec. C'est par bonté de cœur qu'il les a. Oui. Oui, parce qu'il m'a hébergé moi aussi quand à un moment j'étais en galère. En fait, c'est des appartements qu'ils ont ouverts. En fait, je ne veux pas dire que c'est un squat, mais
dit ça à lui, mais c'est lui qui a ouvert, qui a fait l'appartement en fait, sans payer quoi que ce soit. Pour des personnes qui ont des problèmes, qui sont en galère. Voilà, exactement. Et des fois, il va dormir là-bas quand ça va pas avec ses parents. Enfin, un homme et une femme ont été arrêtés alors qu'ils se cachaient dans un appartement voisin du même immeuble. Tous ont été emmenés dans les locaux de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Donc là, comme vous l'avez bien vu, l'ami de Jawad Ben Daoud l'a bien précisé, il a toujours aidé les gens, ça faisait partie de son habitude, elle-même, elle a été aidée dans les situations où elle était vraiment en galère, comme elle le dit, donc c'est très très clair, on est face à un individu qui vraiment n'est vraiment que dans une situation d'ouverture totale. Quelque part, c'est un petit peu ce que je reproche au Rachid System, leur mentalité très négrophile, très négroïde, c'est-à-dire dans le fait qu'ils sont dans une ouverture totale, finalement, la maison n'appartient à personne, et d'ailleurs j'en viens finalement au cas suivant, ce qui est évidemment un élément important, c'est que l'appartement ne lui appartient pas, c'est une sorte de squat, c'est-à-dire que voilà, il a trouvé un squat, il a trouvé un endroit, il l'a un petit peu habilité, voilà, il s'est approprié les lieux, et il en a fait un espèce de squat pour aider les gens, mais en même temps pour lui-même, et ça, si vous voulez, c'est le comportement typique du Maghrébin qui n'arrive pas, si vous voulez, à s'intégrer dans la société dans laquelle il vit, mais en même temps qui n'arrive pas à se créer une véritable relation saine dans sa propre famille. Donc, si vous voulez, c'est un peu le Maghrébin en perdition, mais de là à dire que c'est son appartement et qu'il est coupable d'avoir hébergé, attendez, à un moment donné, il faut être honnête, si l'appartement ne lui appartient pas, il n'est pas coupable. Techniquement parlant, il faudrait que ce soit son appartement et qu'il ait décidé sciemment de faire entrer des gens dangereux, etc. Et encore, qu'ils soient dangereux ou pas, la question n'est pas là. La question est que c'est la personne à qui appartient l'appartement qui est responsable de qui y est. Si vous voulez, je sais pas, c'est comme si moi je vous dis, je vous fais rentrer quelque part et que c'est pas à moi et que finalement ça finit mal. Écoutez, c'est pas, c'est pas moi qui serait responsable, mais bien le propriétaire des lieux qui aura abandonné les lieux quelque part je sais pas, ou finalement m'aura donné cette espèce d'autorité. Mais après, si vous voulez, la culpabilité, elle est peut-être morale. C'est là finalement où la justice a raison. C'est que quelque part, il n'avait pas à se mêler avec des affaires douteuses. Cependant, là, on parle de criminalité, de banditisme, etc. On parle plus de terrorisme. C'est là le problème, c'est que pour le français moyen, et bien sûr pour la justice barbare qui n'en est pas une, la justice barbare veut absolument condamner le maghrébin d'office parce qu'ils ont cette espèce d'a priori, cette espèce, si vous voulez, d'image comme ça du sarrasin, du mort cristallisé dans son histoire qui finalement n'est qu'un ennemi de la France, dans une éternelle opposition, et finalement, qu'il soit coupable ou pas, la question n'est même pas là, c'est qu'il nous faut un coupable, il nous faut quelqu'un sur qui frapper, il nous faut quelqu'un à martyriser, qu'on peut vraiment une poupée voodoo, quelque chose sur lequel on peut frapper et vider sa colère. Donc c'est ça la réalité, c'est que le maghrébin, de toute façon, qu'il soit coupable ou pas, aura forcément cette image qu'on veut lui donner, c'est-à-dire cette image de terroriste, et évidemment accessoirement d'islamistes, c'est-à-dire de musulmans radicalisés. Sauf que la réalité est bien plus nuancée que ça, et bien plus complexe que ça, c'est que Jawad Ben Daoud, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de maghrébins, est juste il est juste perdu, c'est-à-dire c'est quelqu'un, si vous voulez, il est dans une perdition, il est dans une situation de vie où il n'arrive ni à se connecter avec la société, ni à se connecter avec ses ancêtres, et donc il est entre deux chaises. Et entre deux chaises veut dire pas de repère, donc pas de morale, pas de vertu, rien. Donc finalement, si vous voulez, c'est juste quelqu'un qui est dans une difficulté sociale et qui essaie d'aider des gens un peu comme lui dans une difficulté sociale, et finalement ça a mal tourné parce que évidemment on le sait bien, l'islam prend racine, et c'est-à-dire trouve un terreau fertile dans la pauvreté dans le monde entier, que ce soit dans les banlieues, comme on dit par exemple avec les squats, etc., ou que ce soit dans les pays comme la Somalie ou les pays pauvres, ou même au Maroc, vous allez voir dans les quartiers riches
riches, dans les quartiers moyens, vous voyez très peu, voire pas du tout de salafisme, pas du tout de radicalisation. Vous allez dans les quartiers pauvres, des quartiers modestes, que ce soit à Casablanca ou Agadir ou où vous voulez, radicalisation à floraison, des islamistes partout, des barbus de tous les côtés. Quand je dis barbus, je me comprends. On a tous intérêt à avoir une barbe, c'est notre symbole, notre couronne en tant qu'homme, c'est la couronne de notre virilité. Bien sûr, j'en porte pas une, mais vous avez très bien compris pourquoi. Et mais quand je dis barbu, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que vous compreniez de qui je parle. On parle bien des fanatiques du Dieu El. Mais bien sûr, il y a des fanatiques chrétiens et judaïques, etc. Il y en a dans toutes les religions, c'est pas la question. Je dis juste que vous en trouverez plus dans les quartiers modestes, parce qu'évidemment, pour rentrer dans une telle idéologie du chaos et de l'autodestruction, parce que c'est ça véritablement la nature propre et profonde de l'islam, c'est l'autodestruction, eh bien, il faut être dans une logique déjà de perdition. Quelqu'un qui est clair dans sa vie, qui a des repères, qui sait ce qu'il veut, qui a une famille, qui a des enfants, enfin bref, qui est lié socialement avec son monde, eh bien, il n'a pas cette facilité de se faire embrigader. Enfin, en tout cas, on ne peut même pas le désabusé et encore moins le profiter de lui, comme ça a été le cas là avec Jawad Ben Daoud. Le ton est confus, le débit rapide, le récit décousu. Dans le box des prévenus, Jawad Ben Daoud se défend, n'en démord pas, il ne savait pas qui il hébergeait. Ce soir-là, j'ai fumé un gros joint et j'ai regardé un film en streaming. Il faut vraiment que j'ai de la glace dans les veines pour faire ça, si je sais que j'héberge des terroristes. Le 17 novembre 2015, lorsqu'il rencontre Abdelhamid Abaoud, Jawad Ben Daoud affirme ne pas le reconnaître, dit n'avoir passé que 6 ou 7 minutes avec lui. Pourtant, 4 jours après les attentats, le portrait du terroriste est partout. Mais le logeur est formel. Pour lui, tous les djihadistes étaient morts le 13 novembre. Je n'ai pas saisi la gravité de l'affaire. La première fois que j'entends parler du Bataclan, c'est dans ma cellule en prison. Une version loin de convaincre les parties civiles. S'il n'a rien vu, s'il n'a rien entendu, c'est parce qu'il ne voulait rien voir, rien entendre, parce que ça rapportait 150 € de les loger. Durant 4 heures, Jawad Ben Daoud s'explique. Nerveux, il fait de grands gestes, parle de façon familière, frôle même l'insolence. Madame, vous ne m'impressionnez pas, lance-t-il à la présidente, qu'il ne cesse d'interrompre. C'est une provocation d'une sorte de comédie, c'est une comédie, je veux dire c'est théâtral, c'est lamentable, c'est pitoyable. Il y avait des signes, j'aurais dû mieux les interpréter, reconnaît l'homme de 31 ans. Jugé pour recel de malfaiteurs terroristes, Jawad Ben Daoud sera aujourd'hui interrogé par les avocats des très nombreuses parties civiles. Eh bien là, quand vous regardez cette vidéo, vous voyez très bien que c'est très amusant parce qu'en fait, vous voyez, on essaie de nous le dépeindre comme un personnage vraiment qui est psychotique, qui est agressif, etc. Parce que faut bien le comprendre, hein, nous les Maghrébins, nous sommes un éternel ennemi, un éternel danger pour la race caucasienne, donc la race nordique barbare. Et à chaque fois qu'on fait preuve d'un peu de virilité, un peu de, si vous voulez, quelque part, je sais pas, c'est de l'équité, on a envie de justice et de dire la vérité et de plus subir l'injustice, et bien tout de suite on devient des violents, des monstres, tout ce qu'on veut. Alors que je suis désolé, à un moment donné, quand on veut faire preuve de virilité et se défendre, parce que la question est là, et bien tout de suite on est inhumain, invivable, etc., odieux, exactement comme certains barbares aujourd'hui essayent de faire passer les Romains et les Grecs pour des espèces de sauvages qui massacraient les populations, etc., en disant oui, bah écoutez, ça s'appelle la violence, et quand on veut la violence, eh bien on la trouve, c'est tout simplement ça. Et là, dans le cas actuel, enfin, dans le cas présent dans le cas précis, pardon, de Jawad Ben Daoud, il ne fait que se défendre. Il est victime d'injustice, il est victime d'une violence que vous allez voir juste après, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ça. On nous présente l'histoire d'une façon décousue. C'est-à-dire que si on nous montre l'histoire de façon linéaire avec pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il entre dans la salle d'accusation et ce qui s'est passé après, là, on va comprendre tout de suite, évidemment, pourquoi il a cette espèce de comportement violent et qu'il perd finalement le contrôle un petit peu dans ses propos et dans ce qu'il veut défendre, c'est-à-dire s'en mêle les pinceaux et finit par
pas être juste dans une position, je dirais, animale, c'est-à-dire d'autodéfense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'esprit de survie qui prend le dessus sur la raison et tout ça, parce que bon, c'est bien joli, mais quand vous vous retrouvez isolé, piégé comme un animal acculé, bah, finalement, vous vous montrez l'écrou, vous n'avez plus que ça à faire, finalement. Quand même la justice qu'on vous avait dépeint depuis votre enfance en vous disant que c'était quelque chose de bien, avec des règles, etc., on vous violentait pas, on vous respectait, bah voilà, là vous le mythe, enfin le mythe s'effondre et c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de réaction. Bien sûr, je comprends bien, si vous voulez, la réaction des journalistes, des Français, tout ça, quand ils voient ça, mais en fait, il faut comprendre, c'est un choc culturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, étudier, comprendre la psychologie d'un Maghrébin en la regardant avec un œil barbare. C'est-à-dire que pour eux, il est juste un espèce de profiteur qui a utilisé ce squat pour se faire 150 € de plus, en hébergeant une personne de plus, etc. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que nous, dans notre culture maghrébine, enfin en tout cas tel qu'on est, on a toujours été, on est des gens accueillants. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, surtout pas des Français. On est des gens accueillants. C'est-à-dire que on ne demande pas forcément toujours de l'argent. Donc bien au contraire, la plupart des cas, c'est même l'inverse. On accueille les gens. On a cette espèce d'hospitalité. Ça fait partie de notre culture et on n'est pas comme les Français, on n'abandonne pas les gens dans la rue, au contraire on les aide. Donc c'est quelque chose que pour le Français c'est complètement invraisemblable, c'est-à-dire que quand on voit les gens comment ils vivent, etc., avec la difficulté pour se loger, c'est sans pitié. En France, vraiment, même quelqu'un de votre propre famille peut vous abandonner dans la rue. Chez nous, c'est impensable. Les gens se soutiennent, jamais on abandonnera quelqu'un, l'un des nôtres, dans la rue. C'est impensable. Donc, bon, là, vous me direz, c'est pas son appartement, évidemment, mais même, il y a beaucoup, moi je le sais, parce que personnellement, je l'ai vécu, on a toujours été accueillant, enfin, que ce soit des amis, quel que ce soit des Algériens, des Marocains, Tunisiens, quand on a eu des gens qu'on a vus en difficulté, ou qui arrivaient du pays, etc., avec des difficultés, on a toujours été là pour les aider, et c'est, si vous voulez, je sais pas, c'est quelque chose de profondément humain et de maghrébin. Quelque chose qui ne fait pas partie de la façon de penser des barbares, en tout cas des Français, mais chez nous, c'est assez monnaie courante. Et donc à partir de là, on comprend mieux finalement pourquoi il a eu cette espèce de sympathie d'accueillir des gens dont il ne savait pas grand-chose finalement, etc., etc. Mais même s'il le savait, il faut savoir que, par exemple, il y a eu beaucoup de gens dans la résistance à l'occupant, que ce soit en Algérie ou que ce soit au Maroc, qui ont été pourchassés pour des raisons politiques. Beaucoup de gens les ont hébergés, les ont secourus. Idem en Tunisie, il y a eu beaucoup de cas de gens qui ont hébergé, pas des criminels, mais des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre, mais qui ont été persécutés injustement, donc ils les ont protégés, les ont hébergés, les ont cachés. Je veux dire, à un moment donné, il faut rétablir la réalité, c'est que le Maghreb, c'est vraiment la civilisation et, si vous voulez, le pays de la diplomatie et de l'accueil. Les gens ont toujours eu cette espèce de volonté, de justice et de protection envers le faible. En tout cas, surtout chez nous. Après, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça n'enlève pas le fait qu'il ait fait une erreur, ça veut dire juste que il a été dans une sorte de comportement juste. Et cela, ce qu'on reproche aujourd'hui à cette personne, c'est d'avoir une espèce de main tendue vis-à-vis des gens, sans chercher à savoir qui ils sont, ni chercher à les juger. Parce que finalement, la question, c'est pas qu'il ait hébergé des islamistes ou pas, la question, c'est qu'il a hébergé des êtres humains ou pas. C'est tout simplement la question. Chez nous, on n'héberge pas forcément des gens en disant, voilà, on calcule, voilà, lui c'est un islamiste, lui c'est un machin. On accepte les gens, les respecte comme ils sont, et bien sûr, dans les limites du respectable, à partir du moment où la personne ne vous agresse pas, ne vous détruit pas votre maison, ne vous fait pas des histoires, etc., la personne est la bienvenue, tout simplement, mais comprenez bien que dans notre culture, on est comme ça, on accueille les gens. Et ça peut choquer, mais on ne prend pas parti. Ça pourrait être un nazi, ça pourrait être un hippie, ce que vous voulez, mais nous, on est comme ça, on est accueillant, et c'est ce qui fait la force et la puissance du savoir-vivre à la marocaine, à la maghrébine, en tout cas en général, je pense que c'est à peu près le cas partout. Vous vous souvenez certainement de Jawad Ben Aoud, c'est celui qu'on avait surnommé le logeur de Saint-Denis. Il est accusé d'avoir hébergé 2 des terroristes du 13 novembre. Eh bien, il comparaissait aujourd'hui pour trafic de stupéfiants à Bobigny, où on vous retrouve en direct, Guillaume Biet. 1 an qu'il est en prison à l'isolement, et sa première sortie, Guillaume, n'est pas passée inaperçue.
Ah oui, avant même qu'il n'entre dans le box, on entendait déjà des cris d'injures derrière la porte et dès qu'il est entré, eh bien Jawad Ben Daoud a copieusement insulté et menacé les policiers qui l'escortaient en les accusant de l'avoir frappé dans l'escalier qui mène à la salle d'audience. Un Jawad Ben Daoud qui a bien changé depuis sa fameuse interview le jour de l'assaut à Saint-Denis. Il a pris du poids, du muscle aussi, il a les cheveux longs, attachés et il était donc survolté contre les policiers, incapable de se calmer malgré les recommandations de son avocat, Maître Nogueras, qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Il attendait de pouvoir s'expliquer. Voilà, la moindre sortie de détention pour lui, c'est quelque chose d'important. Il attendait de s'expliquer sur ses faits et force est de constater qu'il a encore été empêché, pas par l'autorité judiciaire, mais par des personnes qui étaient censées le prendre d'un point A et l'emmener à un point B. Donc nous, on l'a vu 30 minutes avant, tout allait bien. Il arrive en haut et tout va mal. Il a le bras rouge. Il va aller voir un médecin tout à l'heure et on va voir. Il portera plainte si des violences ont été commises sur lui. Résultat, la présidente du tribunal l'a renvoyé au dépôt. Elle a décidé tout simplement de le juger en son absence. Et pendant que l'affaire était examinée, Jawad Ben Daoud, lui, a été placé en garde à vue pour menaces et outrages sur les policiers, ainsi que pour apologie du terrorisme. L'affaire de trafic de drogue pour laquelle il était jugé a finalement été tranchée. Ce soir, Jawad Ben Daoud a écopé de 8 mois de prison ferme. Guillaume Biais en direct du tribunal de Bobigny pour Europe 1. Là, vous avez, donc comme je vous ai dit précédemment, l'explication de ce qu'ils ont dit quand ils ont expliqué que Jawad Ben Daoud était agressif, incompréhensible, etc., violent. Vous voyez, comprenez bien que là, il y a une agression qui est policière, hein, qui est très clairement destinée à quelque part le paralyser et finalement, enfin, du coup, je parle au niveau de la raison, hein, le paralyser au niveau de la réflexion pour qu'il soit justement dans la violence et justement tombe dans le piège, si vous voulez, tendu par ces personnes qui visiblement ont une volonté de le faire couler, de le faire incarcérer. En fait, il faut bien comprendre que ça, c'est partout pareil. Dans les milieux policiers, il y a un ras-le-bol des Maghrébins, une espèce de haine des Maghrébins qui est une espèce vraiment, hein, c'est vraiment comme une espèce de culte qu'ils ont de vouloir faire tomber à chaque fois les Maghrébins parce qu'il faut bien comprendre que la différence d'un Maghrébin violent et d'un négroïde violent, c'est que le négroïde, lui, il est utile à l'économie dans une espèce de bêtise comme ça, il est, si vous voulez, c'est un espèce de grand enfant, alors que le Maghrébin, le berbéroïde, lui, est un danger dans le sens que lui, il développe une véritable intelligence, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste dans une espèce d'opposition à la justice, mais bien au contraire, dans une remise en question de cette justice au nom d'une autre justice, c'est-à-dire que finalement, c'est critiquer le système pour imposer un autre système, qui n'est pas forcément le système islamique, hein, comme certains essaient de le dire en disant oui, le maghrébin, dans les prisons, etc., avec l'islamisme, etc. Non, en fait, c'est que vraiment nous avons notre propre culture, nous ne sommes pas spécialement, nous ne sommes pas intégrés déjà, mais nous ne sommes pas spécialement désireux de changer la coutume française et les valeurs françaises, mais nous avons nos propres codes d'honneur, nos propres codes de loi, et évidemment, ça stipule que, à un moment donné, on devient une espèce de menace pour la France qui se rend compte que finalement de petites racailles de rien du tout arrivent à être plus justes et plus nobles que toute une pléiade de magistrats et de gens qui viennent évidemment instaurer les lois. Enfin voilà, vous avez bien compris que à un moment donné, toute cette civilisation, enfin en tout cas pseudo-civilisation barbare, n'est rien face, face à des gens comme ça qui sont voilà des gens petits, des gens d'en bas, de la racaille si on veut, mais en tout cas qui sont impliqués dans une espèce de logique maghrébine, c'est-à-dire dans une espèce de culture maghrébine projetée dans la culture française qui remet en question la conception de la justice que nous avons ici en France. Donc voilà, enfin, en tout cas, là vous avez l'explication, il a été violenté, c'est normal qu'il se défende, et c'est même étonnant qu'il ait pas allé plus loin dans cette virée vers la violence. Je pense qu'il s'est bien retenu. Maintenant, on peut juger comme on veut, bien sûr, peut-être que moi, à sa place ou d'autres personnes, on aurait été beaucoup plus retenu, on aurait essayé de calmer le jeu, mais comprenez-le bien, à un moment donné, on est des êtres humains, on peut pas sans arrêt se faire marcher dessus, se faire piétiner, cracher dessus, et se faire traiter de tous les noms, et bien sûr des insultes racistes aussi, vous avez compris, et autre chose, hein, bien sûr, et à la fin, voilà, dire amen à tout, et finalement accepter ce système. Ce système
bien sûr, on est obligé de l'accepter vu qu'on s'est engagé à y vivre, mais si vous voulez, un peu de dignité, ça reste quand même quelque chose d'humain, et c'est normal qu'il ait réagi. Donc, ça explique un petit peu sa réaction, en tout cas, lors du parloir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Le 14 février dernier, vous avez été relaxé, puis libéré après un peu plus de 2 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti un soulagement, un effet de surprise. Enfin, c'était hyper compliqué, quoi. Vous pensiez être condamné? Je pensais être condamné parce que voilà, il y a l'opinion publique, et les juges, comme il a dit mon avocat, ils ont fait preuve de courage, quoi. Ils ont été impartials. Je pensais être condamné à 80%. Je venais de passer 27 mois à l'isolement et j'étais pas du tout préparé. C'est-à-dire que même le soir avant le verdict, j'étais pas préparé dans ma tête à sortir de prison. Ça a été un choc. Même mon avocate, quand je lui ai dit je sors, là, m'a dit tu sors, Jawad, tu sors. La raison de cette vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est qu'à l'époque, nous n'avions pas assez d'éléments pour pouvoir juger la véracité des faits, ce qui s'est passé, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous présentait Jawad Ben Daoud comme quelqu'un d'abominable, d'une espèce de manipulateur, etc., d'un menteur. Cela dit, je ne dis pas qu'il n'a pas menti sur certains faits, c'est évident qu'il a dû mentir. N'importe qui aurait fait ça face à une espèce de foule en colère qui cherchait un coupable comment dire, un coupable à exécuter en place publique. Il cherchait une auto-da-fé, hein, il cherchait quelqu'un à diaboliser. Donc voilà, ils ont trouvé le coupable idéal. Et le Maghrébin, en général, hein, est un coupable de service. Il faut bien le comprendre, il faut le savoir. Il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui arrivent à comprendre ça en disant que non, il n'y a pas de racisme. Écoutez, je dis pas que le français est raciste, le français est un raciste économique, il n'est pas dans cette espèce de rejet racial, mais c'est quand même quelqu'un qui a très 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 peur du maghrébin et qui évidemment cherche impertinemment, enfin constamment à le casser. Dès qu'il y a un maghrébin viril, il faut le casser. Dès qu'il y a un maghrébin un petit peu faible ou un petit peu isolé, il faut absolument en faire comment dire, un exemple ou une espèce de... Bon, écoutez, je sais que ça vous paraît un petit peu surréaliste ce que je suis en train de vous dire, mais ceux qui ont vécu la réalité en France, la réalité des Maghrébins peuvent vous parler de ça et vous diront ce qui en est. Et vous verrez que les Maghrébins ne sont pas traités de la même façon que les négroïdes ou d'autres barbares, vous avez bien compris. Là, sur cette vidéo, il s'exprime, donc justement ce genre de vidéo c'est génial parce que là enfin il s'exprime, on le laisse exprimer et là on peut comprendre ce qu'il a vécu, ce qu'il essaie de dire, et là évidemment, voilà, lui-même il n'y croyait pas, lui-même ne croyait plus en la justice, c'est-à-dire qu'à un moment donné il s'est dit, il a abandonné, il s'est dit voilà je vais rester en prison toute ma vie ou 20 ans ou quelque chose comme ça. Évidemment c'est tout à fait compréhensible vu la façon dont cette affaire a été gérée et dont finalement la justice a pris part à une espèce de lynchage public et après parti, pardon, et donc finalement c'est tout à fait compréhensible. Vous dites quoi quand on vous dit votre tête me dit quelque chose? Soit si je vois que la personne est correcte, je décline mon identité, sinon... Du coup ils réagissent comment? Moi, pour l'instant, je ressens des gens extérieurs, je ressens que le soutien. Les gens j'ai pas senti de truc, de gestes méchants. Non, j'ai beaucoup de soutien. J'ai énormément, beaucoup plus de soutien que de mauvais commentaires, même sur les réseaux sociaux. Là, comme vous voyez dans la question que lui pose la journaliste, il n'a pas cette réaction, donc en tout cas il explique qu'il n'a pas cette réaction du coupable, c'est-à-dire du potentiel coupable, la personne qui vraiment quelque chose à se reprocher, elle va pas réagir de cette façon-là. Au contraire, quand quelqu'un va lui poser la question, on va lui dire ah, tenez, je vous connais, je vous reconnais, il va avoir une espèce de réaction, au contraire, essayer de protéger son anonymat, de dire non, non, c'est pas moi. Au contraire, la personne, il vous explique, enfin, Jawad Ben Daoud, donc, explique bien qu'il n'a pas de problème à dire qui il est, s'il voit que la personne est correcte. C'est-à-dire que finalement, donc c'est bien la preuve, si vous voulez, d'une façon psychologique qui montre que Jawad Ben Daoud n'a rien d'un coupable. En tout cas, il assume vraiment ce qu'il est, ce qu'il a fait. Enfin, en tout cas, il voit très bien que sa seule faute a été d'héberger des gens dont l'identité était malheureusement inconnue peut-être de lui ou pas, mais en tout cas, la nature était mauvaise, en tout cas dangereuse. Donc après, en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que il explique aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, alors qu'il parle des réseaux sociaux, etc. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la télé, la France des Français,
et les réseaux sociaux qui sont où il y a beaucoup de Maghrébins, donc voilà, c'est deux mondes, c'est-à-dire que vraiment, il y a c'est-à-dire il y a la pensée populaire française dans les médias et la pensée populaire maghrébine dans les réseaux sociaux, où ils sont majoritaires, mais surtout où ils essayent de décortiquer, de dire que finalement, cette histoire du maghrébin coupable d'office, ça marche pas avec nous. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment une véritable recherche, une véritable étude, c'est-à-dire des enquêtes sérieuses pour pouvoir déterminer s'il est coupable, oui ou non. Et si la justice dit il est innocent, point barre. Mais malheureusement, comme vous voyez, le cas de Jawad Ben Daoud est un espèce de cas qui cristallise toute la frustration et toute la haine des Français vis-à-vis des Maghrébins depuis longtemps, et que là, ils ont eu l'occasion de vider si vous voulez, leur ressentiment, et c'est pas plus que ça. Quand est-ce que vous êtes retourné à Saint-Denis? Je suis retourné pour récupérer des papiers, mais je suis resté dans le véhicule, je suis pas sorti de la voiture. Pourquoi? Parce que je voulais pas que les gens me voient, et parce que même si je suis pas... je suis responsable un peu de ce qui s'est passé pour les habitants de Saint-Denis, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été traumatisés. J'ai entendu des témoignages, des choses qui m'ont touché, et de me dire d'aller là-bas, me montrer, que les gens me voient, que je suis libre, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini de soigner leur traumatisme. Je pourrais pas aller croiser les gens, même si, j'ai rien à voir dans cette histoire. J'étais pas au courant que c'était des terroristes, et que j'ai rien à me reprocher. Je pourrais très bien y aller et dire, voilà, j'ai rien à voir, j'ai été jugé, on m'a relaxé, mais voilà, il y a des traumatismes qui n'ont pas été encore soignés. J'en suis responsable, même si je ne connaissais pas l'identité des individus que j'ai hébergés. Mais je suis quand même responsable du traumatisme des gens, dans le sens où par l'hébergement que j'ai fait, il y a des gens qui ont pris des balles, il y a des gens qui ont été traumatisés, il y a des gamines, des gens qui voient le psychologue jusqu'aujourd'hui. Vous ressentiriez quoi si vous retourniez rue du Corbillon? Vous n'avez pas envie d'y aller, vous? Vous avez peur de ressentir... Si, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie de... Je sais pas, je vais ressentir je sais pas... C'est difficile en fait. Pourtant j'avais une vie normale, hein. J'étais là-bas, j'étais là, du jour au lendemain je me suis retrouvé, j'étais plus là quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis j'ai été relaxé, mais dans un sens relaxé, mais peut-être relaxé oui, sorti de prison, mais on n'est pas sorti d'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? L'affaire elle est toujours là, je suis associé à ça, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je serai toujours associé à cette histoire. On dira toujours c'est le logeur, on dira toujours ceci, on dira toujours cela. Ici on voit très clairement que Jawad Ben Daoud a ce problème de relation vis-à-vis des gens, qui sait très bien qu'ils l'attendent pour le crucifier. Il y a vraiment, les gens sont dans une espèce de psychose, dans une espèce de folie généralisée, où ils cherchent absolument à en faire un coupable idéal, c'est-à-dire vraiment le crucifier en place publique. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pas une volonté de discuter, une volonté de comprendre, ou même pas, c'est pas la question. Si vous voulez, les gens, ils sont vraiment, voilà. Ils savent que de toute façon leurs proches sont morts, ils savent que ce qui est fait est fait, mais il leur faut un coupable. Et vu que tous les protagonistes de cet événement sont morts, il ne reste que lui, qui ne fait pas partie évidemment du commando terroriste, mais voilà. Faut un coupable, donc ce sera lui tout simplement. Et c'est comme ça, et finalement ça renvoie à ce que me disait un Français qui m'avait envoyé un message sur la page donc, de Maroc Atlantis, qui m'avait dit c'est dommage, vous êtes des gens bien, malheureusement quand il y aura une guerre civile, vous ferez partie des dommages collatéraux, j'ai envie de dire. Et c'est-à-dire que finalement, on a beau être des Maghrébins qui ne sont pas islamistes, comme on dit, hein, qui ne sont pas extrémistes, etc. Des gens vraiment bien, qui travaillent, qui vivent leur vie honnêtement, qui la gagnent honnêtement. On sera toujours catalogué, et de toute façon, le français ne fera pas la différence entre nous et un autre maghrébin qui sera une racaille ou quoi que ce soit, enfin voilà, ou un terroriste, voilà, tout simplement. La réalité, elle est là, la réalité pure et froide. Après, Jawad Ben Daoud, voilà, quelque part, j'ai envie de dire, c'est aussi son cas. Lui, voilà, il fait partie des dommages collatéraux. Après, là, vous voyez, là, quand il s'exprime clairement qu'il n'est pas dans une situation où il va essayer de fuir. Au contraire, il a envie de voir les gens, il a envie de parler, mais il sait très bien que c'est en vain. Et surtout, il sait qu'il est condamné à vie, dans le sens que c'est pas une question de justice, c'est une question qu'une fois que vous avez la société française à dos, les gens, c'est-à-dire c'est les gens qui vont vous faire vivre un enfer, qui vont vous détester, en fait c'est une espèce de lynchage public qui dépasse finalement le statut
de la loi et évidemment rappelle un petit peu les anciennes traditions catholiques d'autrefois où on lâchait en place publique les gens rendus coupables pour X ou Y chose, enfin voilà. Vous cherchez du travail? Ouais, je cherche, mais c'est difficile avec, vous savez, le contexte de l'affaire. Difficile pour quelqu'un de m'embaucher quand je suis associé à une affaire comme celle-là. Vous imaginez, vous êtes patron, vous m'embauchez, les employés pour vos clients, c'est pas évident de m'avoir comme employé, quoi. Ça va être difficile. Là, ça fait 3 semaines que vous êtes sorti de prison. Vous vivez de quoi? De rien, j'ai été dans aucune administration, j'ai été nulle part. Je vis de l'argent de ma famille, je vis de l'argent de mes proches. Pour les revenus, c'est quoi? Vous J'ai avez le aucun revenu, RSA? moi. Non, moi j'ai ni le RSA ni rien, j'ai zéro revenu. Zéro revenu, vraiment. J'ai été dans aucune administration. Je suis sorti de prison. J'ai été dans une maison à Paris, maison de Paris. Je suis venu déménager de Paris, mais j'ai été dans aucune administration. J'ai pas touché 1 euro de quoi que ce soit. Tout l'argent que j'ai, c'est mes proches, c'est mes avocats, c'est les gens, voilà quoi. Même mes avocats, c'est eux qui me payent mes billets d'avion, de train, c'est eux qui payent tout quoi. C'est mes avocats qui gèrent tout. Voilà l'arme ultime de la société française. C'est-à-dire que quand vous vous opposez aux barbares, quand vous êtes un espèce de maghrébin, comme je vous l'ai dit, hein, là, le coupable idéal, donc le coupable de service, et, finalement, on vous punit par le levier de l'emploi. C'est-à-dire, on vous punit. Bien sûr, la loi, tout ça, on n'en parle pas, la personne est disculpée, mais on vous punit par le fait qu'on vous embauche pas. Et ça, c'est récurrent. C'est pas juste le cas de Jawad Ben Daoud ou que sais-je. Tous les Maghrébins en France sont obligés de se déviriliser, d'être dans une espèce de citoyenneté de seconde zone. Donc, dès qu'ils essayent d'être eux-mêmes, dès qu'ils essayent déjà de vivre normalement, autre que l'économie parallèle, la drogue, etc., qui est évidemment une espèce d'humiliation, une espèce quelque part, on nous éjecte de la société, donc on se retrouve avec les rats, avec les négroïdes. Faut comprendre que on va nous fermer les portes. On va nous fermer les portes en tant que maghrébin. Il y a l'emploi, c'est, si vous voulez, l'arme ultime du français contre le maghrébin, aussi efficace que n'importe quel avion de chasse. L'emploi, une fois que c'est fermé, c'est-à-dire pour un maghrébin, sa mort sociale est assurée, et sa mort tout court d'ailleurs, parce que finalement, il va être obligé de se relancer dans le banditisme et dans d'autres choses comme ça pour finalement réussir à vivre. Il faut bien comprendre que il y a beaucoup de gens comme Jawad qui essayent de se réinsérer, de travailler, de faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'échapper justement à leur situation, mais en France, on ne vous accepte pas. Déjà, on ne vous accepte pas en tant que maghrébin parce que vous êtes une espèce de menace constante pour la société, dans le sens que vous représentez un opposant de valeur à la race aryenne, donc la race caucasienne, mais en plus de cela, d'être un espèce de challenger, une espèce de rival dangereux, vous êtes aussi, dès que vous faites une espèce de violence, fiché à vie, et évidemment, voilà, vous n'êtes même plus un être humain, parce que un maghrébin est déjà violent de par sa présence, mais il l'est encore plus une fois qu'il a vraiment fait acte de violence, et à ce moment-là, il est déshumanisé, il est une espèce de paria, donc il est rejeté de la société civile, on ne veut plus l'intégrer, en tout cas on ne veut plus lui donner sa chance en l'emploi. Et d'ailleurs, il faut le savoir, hein, ça a été étudié, il y a eu des sondages, des choses comme ça qui ont été faites, des études sur le fait que les Maghrébins qui ont envoyé donc des CV avec des noms bien sûr à connotation islamique, arabe, donc forcément tout de suite il y avait un blocage, et la plupart des cas, le refus de l'entretien d'embauche. Donc voilà, il en fait les frais, mais lui encore plus évidemment vu qu'il a participé à une histoire très médiatisée. Pendant le procès, il y en a beaucoup qui ont estimé que vous teniez des propos surréalistes, que c'était un show Jawad Ben Daoud. Il y a même les familles des victimes qui ont été choquées. Est-ce que vous regrettez de vous être comporté comme ça pendant le procès Ben, ça en a énervé beaucoup plus d'un. Mes avocats, les parties civiles, je les comprends. Mais après, quand vous arrivez dans un procès et que vous êtes innocent, la seule défense, c'est l'attaque. Quand on subit ce que j'ai subi, il y a de quoi être énervé. On ne peut pas arriver dans un procès comme ça et se dire je parle pas, je laisse les gens parler, je me défends pas ou je réponds par oui ou par non. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment dans une logique qui était que je ne devais pas me laisser faire, quoi. Ça faisait 2 ans que j'étais en train de subir de l'isolement, des railleries, des lynchages sur Internet. Et qu'on vienne me lyncher dans les médias, tout ça, c'est difficile à supporter. Du jour au lendemain, on a une vie normale, on rentre chez soi, on rentre normal, on se met un petit film et le matin, on se réveille, on est dans une affaire d'attentat.
c'est pas tout le monde qui aurait tenu. 27 mois à l'isolement. Comment c'était la prison? Bah, c'était difficile, hein. Vous savez ce que c'est l'isolement, on va à la douche tout seul, on va au téléphone tout seul, tout est tout seul. Je vous ai dit, j'ai pas serré la main à quelqu'un pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que quand je croise un détenu, quand je vais parler au avocat, la moindre personne qui tente de s'approcher de moi, on lui saute dessus. Quand je vais à la douche, c'est tout seul. Quand je vais à la cabine téléphonique, c'est tout seul. Tous les mouvements sont faits tout seul. C'est-à-dire que je suis escorté. Il n'y a aucun moment je croise quelqu'un. Pendant 2 ans, j'étais isolé de tout le monde. J'allais au téléphone tout seul, à la cabine. Et il ne faut pas oublier que je suis pas sorti en promenade, je suis pas sorti de ma cellule pendant plus de 15 mois. J'ai refusé de sortir de ma cellule depuis le 16 novembre 2016. Parce que pour moi, sortir en promenade, être innocent dans une affaire comme ça et sortir en promenade, c'est comme si on prenait un bourricot, on lui mettait une carotte et qu'il suivait la carotte. C'était pareil pour moi. C'est comme si on mettait une carotte devant, on me disait de suivre la carotte. Ça fait 10 mois que je suis en prison, je crie mon innocence et puis on me dit promenade. Et puis je vais sortir en promenade et je vais me balader, puis rentrer en cellule comme si tout était normal. Il y a des détenus qui se sont moqués de moi, des loue-moi un appartement, trouve-moi une cellule. Il y a eu beaucoup de trucs, mais après c'est pas méchant, c'est pas parti pour me faire mal. Au début on le prend mal et puis après vous savez quand déjà on vit un truc qui est un peu spécial, on essaie de pas s'attarder sur tout ce qui est raillerie ou machin. Moi ça me faisait pas mal, j'en rigolais. Il y a des détenus qui peuvent vous le dire que quand ils me faisaient des blagues, moi je rigolais, j'étais pas dans le pourquoi tu te fous de ma gueule ou machin, genre je pouvais faire que ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Aujourd'hui on vous voit très actif sur les réseaux sociaux. Snapchat, Twitter, Facebook, vous faites parler de vous. Vous avez peur qu'on vous oublie en fait? Non, c'est pas ça, j'ai pas peur qu'on m'oublie, j'ai jamais voulu que... Je vis normalement, j'avais Snap avant d'aller en prison, j'avais Facebook. La seule raison pour laquelle j'ai été sur Snap, c'est qu'en fait j'ai été sur comment ça s'appelle? J'étais sur Facebook, on m'a piraté mon compte, donc j'ai fait un Snap et j'ai été dépassé. Moi je pensais que j'allais avoir 50 amis, 100 amis normalement. J'ai été dépassé, j'ai plus de 250 000 vues par semaine ou 300 000 vues, j'ai 38 ou 40 000 vues par jour. C'est un média influent qui a contacté mon avocat qui lui a dit qu'il y aurait plus de 850 000 personnes qui me suivaient. J'ai été moi-même choqué par ça, je l'ai annoncé directement. Je connais pas trop les réseaux sociaux, j'ai été dépassé par les réseaux sociaux. Il y a des journalistes qui ont été diffusés par exemple des infos comme quoi moi j'aurais dit le logeur est de retour, que j'aurais dit que je vais leur raconter mon histoire, que tout ça c'est faux, c'est des faux comptes, c'est des vidéos de moi oui qui ont été récupérées et on a modifié les titres. Jamais de ma vie je me serais permis, ne serait-ce que pour Bilal Mokono, pour les victimes, pour toutes les personnes qui sont touchées par les attentats, d'aller moi publier Jawed le logeur et de m'appeler moi-même Jawed le logeur est de retour. Mes avocats m'ont conseillé de me calmer sur les réseaux sociaux, chose que j'ai fait quelques vidéos pour m'expliquer puis c'est tout. Depuis 2015 on vous connaît sous le nom du logeur de Daesh. Vous le prenez comment, ce surnom? De toute façon, avant même que les attentats aient lieu, j'hébergeais déjà des gens. Donc j'étais connu pour ça. Le logeur de Daesh? Ouais, le logeur de Daesh, ouais, mais j'étais quand même le logeur de clochards, j'étais le logeur de SDF, j'étais le logeur de personnes qui étaient dans le besoin, de clandestins, et tout ça on le dit pas, on dit juste il a logé Daesh, mais on dit pas qu'il a logé des clandestins, il a logé des SDF, il a logé des filles qui étaient dans le besoin, il a logé parfois tout type de personnes, comme je l'ai dit, des mauvaises personnes comme des bonnes personnes, mais faut pas dire le logeur de Daesh. Donc, ça vous fait mal quand on vous appelle le logeur de Daesh? Oui, ça me fait mal parce que moi j'ai jamais voulu loger Daesh. Même si vous êtes relaxé aujourd'hui, vous êtes lié à cette affaire, ces attentats du 13 novembre 2015. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles des victimes? Déjà, il y en a plein qui accepteront pas mon pardon puisque pour eux, je suis vraiment lié alors que je n'ai jamais été lié à cette affaire. Je voudrais leur demander pardon. Je voudrais remercier Bilal Mokono, Abdallah Saadi, des gens qui ont su faire la part des choses parce que c'est très important aussi pour moi. Ça m'a donné énormément de force pour affronter. Voilà, Bilal Mokono qui a su faire la part des choses. Je voudrais par ailleurs passer un message que tous les messages où je jubile, soi-disant, où je fanfaronne, le logeur de retour, tous ces messages ne sont pas de moi. Je présente mes excuses à toutes les familles des victimes parce que même si je n'ai jamais voulu être lié à cette affaire, j'y serai lié toute ma vie. Ça me colle à la peau et ça me collera toujours. Mais je voudrais juste leur dire que je n'ai jamais eu en face de moi, pour moi, un individu qui faisait partie d'un commando terroriste ou qui s'appelait Abdelhamid Abaoud ou qui venait de Syrie ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'avais le frère de l'ami de mon ami. Il y avait à aucun moment... Qui c'est, en fait. Voilà, je ne connaissais pas l'identité des individus que j'ai hébergés. À aucun moment, je ne savais qui était Abdelhamid Abaoud. À aucun moment. Et je veux que les familles des victimes le sachent. Parce qu'il y a la haine, il y a la tristesse et les gens se laissent aveugler par la haine et la tristesse. C'est tout à fait normal, ils ont perdu des proches. J'ai hébergé les gens qui sont responsables de la mort de leurs proches. Je comprends tout à fait qu'ils aient une haine contre moi. Mais je n'ai rien à voir. Maintenant, je vais essayer de vivre ma vie au mieux possible. Mais de me dire que je vais arrêter de vivre, je peux pas. Là, le parquet a fait appel. Vous avez peur? Non, j'ai peur de rien du tout. Je vous le dis la vérité, madame. Je suis serein. J'ai mes avocats. J'ai de très bons avocats. J'ai une équipe solide.
J'ai peur de rien du tout, madame. Comment vous voyez la suite? La suite, je la vois calme, je la vois sans vague, je la vois avec mon fils, je la vois régler mes problèmes que j'avais avant mon incarcération, je la vois dans la réinsertion, je la vois dans... Voilà, je suis avec mes avocats, comme je vous ai dit, et on essaie de se remettre dans le bain petit à petit. C'est comme si quelqu'un était en apnée et que là, il sort de l'eau, il faut qu'il reprenne son souffle. Moi, je reprends mon souffle. Ah oui, ça sent le parfum de l'injustice, effectivement. Alors en fait, comme vous l'avez vu, donc c'est très clair, Jawad Bendaoud est le coupable facile, le bouc émissaire de la société française, je parle civil, hein, pas forcément de l'État en soi. Les gens ont vécu beaucoup d'attentats, ont vécu beaucoup de... Enfin, quand je dis beaucoup d'attentats, c'est rien en rapport aux pays musulmans, hein, je comprenais bien, mais je dis que par rapport à d'autres pays européens, ils ont vécu pas mal d'attentats, pas mal de catastrophes, de drames, et si vous voulez, la société civile française a besoin d'une espèce d'icône maléfique, d'une espèce de bouc émissaire, hein, le terme est exact, pour justement exorciser leur souffrance et leur colère. Et donc ils l'ont trouvé là en la présence en la personne de Jawad Bendaoud. Et donc les gens se donnent un cœur joie pour le lyncher, pour essayer de le casser. Ils ont réussi, mais en tout cas, voilà. Note positive, Jawad Bendaoud garde quand même espoir et essaie de se sortir en tout cas de cette spirale de négativité et essaie de se mettre en tout cas à l'écart. Et rien de mieux pour se ressourcer pour un Libyen que d'aller près de la mer rejoindre les anges de Poséidon, d'Anzar. Voilà les amis, donc écoutez, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous, n'hésitez pas à commenter pour nous donner votre avis sur la vidéo, et évidemment, j'essaierai de répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible, et n'essayez pas en tout cas de rentrer dans la logique où on serait des victimaires, parce que c'est pas du tout le cas, on est des gens qui assumons exactement ce que nous sommes des gens virils, nous sommes des gens combatifs, et il n'y a pas de honte à ça, bien sûr que nous sommes contre le terrorisme, mais nous sommes quand même pour un minimum de dignité, nous ne sommes pas des gens qui cherchons en tout cas à détruire la société, bien au contraire, on cherche à la bâtir, et la violence fait partie de ce tout, même si évidemment il y a différence entre une violence, si vous voulez, justifiée et une violence injustifiée, c'est-à-dire que il peut y avoir un abus quand il y a un abus, c'est-à-dire que si quelqu'un s'impose chez vous et essaie de s'imposer et de vous déloger, ou en tout cas de vous exproprier ou de vous séquestrer ou vous faire du mal, ça c'est une injustice. Mais évidemment dans le cas présent, que vous essayez d'héberger des gens dans un endroit, dans une espèce de squat, essayer d'aider les sans-abri et les nécessiteux, je suis désolé, c'est quelque chose d'assez sain en soi. Et non, c'est carrément sain, et en plus de ça, ça me fait rappeler une anecdote. Il y avait en tout cas dans la cité musulmane d'autrefois, dans les cités médiévales islamiques, il y avait des endroits pour loger les sans-abri, et dans chaque ville musulmane, il y avait des endroits dans la Médina pour héberger des gens, justement des passants, des voyageurs, des sans-abri, etc. Et je pense que Jawad va un petit peu dans cette tradition-là. Mais n'oubliez pas les amis, nous sommes bien des Libyques, nous sommes des Libyens, des gens d'Afrique du Nord, nous sommes des gens qui, de la modération, donc des Méditerranéens, des gens modérés, il ne faut pas ouvrir sa porte à n'importe qui. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Tipeee, n'hésitez pas à nous rejoindre, et donc je vous dis à très bientôt, salut à tous.